Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment sélectionner son matériel pour se construire son propre NAS DIY, donc en termes de processeur, de carte mère, aussi en termes de mémoire, de boîtier ou même d'alimentation, tout ça avec du matériel neuf, du matériel reconditionné, du matériel d'occasion, en fonction du budget que vous avez, de ce que vous voulez en faire. Donc évidemment, pour s'adapter à l'argent que vous avez pour construire votre NAS, les compétences que vous avez pour le faire, et puis aussi le temps et le niveau de performance que vous voulez pour votre NAS. Évidemment, il y a un sujet prédominant quand on parle de NAS, c'est le sujet du stockage, parce que, quels que soient les choix qu'on fait, qu'on parte sur, comme ça, du matériel qu'on assemble soi-même, qu'on parte sur un NAS, Synology, QNAP ou autre, il y a toujours un sujet qui est commun, c'est choisir le stockage. Le stockage est critique en termes de NAS, et si le sujet du stockage n'est pas un sujet qui vous intéresse plus que ça, c'est que vous n'êtes pas en train de vous fabriquer un NAS, mais vous êtes en train de vous fabriquer un petit serveur, ce qui est tout à fait pertinent, mais c'est pas les mêmes problématiques. Ici, en termes de stockage et dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner le maximum d'informations sur comment choisir ces disques durs. Alors les disques de manière générale, donc le stockage de manière générale même, donc que ce soit des disques à plateau, des disques SSD, dans quel contexte on les utilise, pourquoi choisir un, pourquoi choisir l'autre, les formats de disques, les technologies de ces disques-là, parce que les technologies sont hyper importantes pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, et puis les budgets qu'il faut avoir en fonction du type de matériel qu'on veut acheter. Alors cette vidéo, et puis les prochaines vidéos que je vais faire, je les fais grâce à Western Digital qui m'a prêté, je dis bien prêté, et c'est très important parce que ce sont quand même des produits qui coûtent un bras si on veut les acheter soi-même. J'ai ici du matériel Western Digital Red Pro, ce sont des disques durs, je pense que chaque pièce ici fait à peu près 500 €, c'est des disques durs de 14 Tera pour du domaine on va dire semi-pro. Donc ce sont de très belles pièces et je suis très content de pouvoir les essayer, au moins pour me faire une idée de ce que ça peut représenter ce type de matériel là. C'est évidemment pas ce que moi je vais utiliser au quotidien, on en parlera d'ailleurs de ce que moi j'utilise au quotidien en termes de disques, parce que j'ai pas le budget, je suis désolé mais j'ai pas le budget à mettre pour avoir des disques durs comme ça à 500 € pièce. On parlera aussi de SSD, ils m'ont prêté à ma demande, ils m'ont prêté un SSD SATA, de manière à que je puisse vous parler aussi du choix des SSD, puisque c'est pertinent quand on fait du NAS, mais dans certains domaines, et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Voilà, réunis autour de tout ce matériel, on va changer d'angle de caméra, et puis donc je vais vous expliquer comment on choisit son disque dur, et quels sont les points où il faut faire extrêmement attention sur le choix d'un disque dur. Avant de rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, je tiens tout de suite à préciser quelque chose. Cette vidéo, elle est avant tout destinée à des particuliers qui veulent se monter leur NAS. Donc, ce que je vais dire en termes de techno, en termes de conseils dans cette vidéo, est avant tout destiné aux particuliers. Je le sais, je vais avoir, peut-être pas une avalanche, mais je vais avoir de nombreux commentaires qui vont me dire « mais c'est pas vrai, quand tu parles par exemple de disque dur de pouce et demi, on l'utilise dans le secteur pro, on utilise du disque dur de pouce et demi à 10 000 tours minute, etc. » Je tiens tout de suite à préciser que un particulier, il n'a pas les capacités, le budget qu'a une entreprise qui va se monter son serveur cloud, etc. Ici, on est sur du budget de particulier, peut-être pour un disque dur, vous allez vouloir dépenser entre 70, 150, peut-être 200 €, quelque chose comme ça. Vu le nombre de disques que vous allez devoir acheter, je pense que vous allez vous trouver autour de ce type de budget-là. On n'est pas sur du matériel de professionnel, donc oui, même si vous êtes au courant que certaines technologies existent, non, elles ne sont pas adaptées à des particuliers, et ça, ce sera indépendant de ce que vous pourrez imaginer ou dire en commentaire. Donc je veux vraiment que vous gardiez ça à l'esprit, parce que ma vidéo est axée pour donner des conseils à des gens qui ont besoin d'acheter du matériel qu'ils peuvent trouver dans des boutiques au coin de la rue ou sur internet, Amazon, Cdiscount, Top Achat, LDLC et tout ça, pas du matériel de pro qui est introuvable et qui en plus va leur coûter un bras, voire un rein, voire plus que ça. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit, parce que sinon évidemment vous aborderez pas la vidéo sous le bon angle, et évidemment vous pourrez me reprendre sur de nombreux points, que ce soit en termes de technologie que je retiens et que je mets en avant, ou de manière de concevoir un NAS, puisque évidemment c'est pas un NAS pour des professionnels, c'est un NAS pour le grand public. On va commencer par un argument qui est un argument de taille, et pour ça, il faut quand même que je déballe le disque M2, quand même pour qu'on voit bien la différence. On a des différences de taille sur les disques, ça paraît évident. Hop, donc ici on va voir un M2, je vais le laisser dans l'emballage comme ça, je vais pas l'endommager si jamais, je vais être sûr qu'il fonctionne au moment où je vais l'installer. Donc vous voyez tout de suite, on a ici du disque dur 3 pouces et demi, vous voyez à peu près la différence entre un 3 pouces et demi ici, et un 2 pouces et demi ici. Les 2 pouces et demi ne sont pas que plus petits en longueur, en largeur, ils sont aussi beaucoup plus fins. Et donc là, vous allez me dire, donc, il y a tout intérêt à partir sur du 2 pouces et demi quand on fait du NAS. Et pas du tout. Le 2 pouces et demi est très anecdotique sur le NAS. Alors même s'il est vrai que le secteur pro
a tendance de plus en plus à commencer à investir le domaine du disque 2,5 pouces, parce que c'est plus compact, et c'est plus facile à caser dans une baie. Pour du particulier, le disque 2,5 pouces, vous oubliez. Je crois qu'en termes de disque 2,5 pouces spécialisé NAS, vous n'avez que Western Digital qui fait du 2,5 pouces spécialisé NAS, et ça coûte hyper cher. En fait, c'est très facile à comprendre, hein. Un disque dur 2,5 pouces, c'est un disque dur 3,5 pouces miniaturisé. Donc, dans le même volume, si vous voulez mettre plus de stockage, plus de capacité de stockage, il vous faut des technologies plus pointues, qui coûtent en général plus cher, puisque vous êtes sur le top de l'innovation. Vous avez des surfaces d'échange avec l'air qui sont inférieures, donc c'est des disques durs, soit qui vont aller moins vite, soit s'ils vont aussi vite, ils vont chauffer plus, soit s'ils chauffent pas plus, ils ont des technologies à l'intérieur qui font qu'ils coûtent extrêmement cher pour être tout aussi fiables et efficaces que des disques durs plus gros. Donc c'est pour ça qu'en général, un disque dur de NAS, c'est naturellement, je dirais, un disque dur 3,5 pouces. Donc vous oubliez le disque de 2,5 pouces, sauf si vous voulez en recycler. Si vous voulez en recycler, ça peut être intéressant, si vous avez tout un tas de disques durs 2,5 pouces qui traînent. Pourquoi pas, mais attention, quand on monte un NAS, on veut avant tout de la fiabilité. L'objectif, c'est pas de faire les fonds de tiroir, les poubelles, et de récupérer le moindre disque qui passe sous la main. L'objectif, c'est d'avoir du matériel qui va pas claquer à la moindre sollicitation, parce que sinon, je peux vous dire que ça va vite être une catastrophe dès que vous avez des données un petit peu critiques dessus. Si votre NAS claque à tout bout de champ, vous perdez des données ou vous avez des secteurs défectueux sur les disques, ça va vite commencer à devenir pénible. Quand on évoque la fiabilité des disques durs, très souvent, sur les forums, les sites de bons plans et autres, on va vous renvoyer vers les rapports Backblaze. Alors qu'est-ce que c'est déjà Backblaze ? Backblaze, c'est une société spécialisée dans l'hébergement cloud. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, vous pouvez aller voir combien coûte leur hébergement cloud. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de vous faire de l'archivage en ligne ou des choses comme ça. C'est pas forcément hors de prix, même si c'est plutôt destiné à du professionnel. Il y a aussi des prix assez intéressants pour du particulier si vous avez certains besoins. Et donc, comme ils achètent énormément de stockage, de disques durs entre autres, ils sont capables chaque trimestre de faire des rapports qui évoquent la fiabilité des disques durs. Alors j'ai pris ici Q2 2020, comme ça vous aurez les rapports de taux de panne, etc. pour cette partie de l'année 2020. Alors qu'est-ce qu'ils évoquent là-dedans ? Ils vous donnent en gros les modèles typiques qu'ils ont achetés, avec quelques informations comme le numéro de modèle et la capacité. Ils vous donnent le nombre de disques durs qu'ils ont actuellement, le nombre de jours accumulés de fonctionnement de ces disques durs, et puis le nombre de pannes qu'ils ont eu, et puis le taux moyen de panne. On pourrait croire que il suffit comme ça de regarder le graphique, on regarde la marque en cours, et puis on regarde le taux de panne, et puis voilà, c'est bon, on a trouvé la marque qu'il nous faut pour le disque dur. C'est pas si simple que ça. C'est une erreur, je pense, de partager tel quel un rapport en disant les conclusions s'imposent d'elles-mêmes, regardez le rapport. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que Backblaze, quand ils achètent des disques durs, évidemment, eux, leur but, c'est de minimiser le coût d'achat du disque dur et de maximiser le profit, donc vous faire payer le stockage le plus cher possible, en eux payant le stockage le moins cher possible. Donc déjà, ils vont pas aller au disque dur le plus fiable toujours, des fois ils vont prendre en compte aussi, quand ils achètent en lot, etc., les prix qu'ils peuvent avoir sur le stockage. Donc en fonction des périodes de l'année, vous allez voir des quantités de disques durs qui vont varier, parce qu'ils achètent pas toujours la même marque, déjà pour faire varier le taux de panne, et puis aussi pour profiter de bons plans. Parce qu'eux-mêmes, ils sont à la recherche de bons plans. L'autre chose aussi que vous allez pouvoir remarquer, c'est que les modèles qu'ils utilisent sont pas toujours des modèles qui sont accessibles au grand public. Il y en a certains, vous pouvez éventuellement vous les acheter en étant particulier, c'est peut-être pas les meilleurs rapports qualité-prix, mais c'est des modèles qui sont trouvables et achetables. Par contre, il y en a d'autres, c'est même pas la peine de rêver, c'est des produits qui sont trop chers, vous les achèterez pas. Donc du coup, qu'en déduire ? C'est exactement pareil, je prends le championnat du monde de Formule 1, puisqu'il se termine là cette semaine, au moment où je tourne la vidéo. C'est comme si vous disiez, donc actuellement, juste avant la fin du championnat, Mercedes actuellement est numéro 1 en termes de points au classement de constructeurs du championnat 2020. Est-ce que parce que le constructeur Mercedes est numéro 1, vous en déduisez que la Mercedes classe A que vous pourriez acheter ou conduire est forcément la voiture la plus performante ou la plus fiable ? Sachant que les moteurs de Formule 1 sont pas forcément les moteurs les plus fiables, en tout cas ils ont besoin de beaucoup d'entretien, ils durent pas très longtemps. Mais vous voyez, il n'y a pas un rapport direct entre Mercedes fabrique des Formule 1 et Mercedes fabrique des voitures pour le grand public. Certes, il y a des technologies qui vont être basculées dans la voiture de masse, mais pas toutes, et puis surtout il y en a certaines, même si la technologie existe, c'est pas économique de l'appliquer sur de la production de masse. C'est la même chose avec ces rapports-là en fait. C'est un professionnel qui achète des disques durs, il les achète en masse, il achète pas forcément les modèles de disques durs que vous achetez, et le fabricant de disques durs lui-même, étant donné qu'on lui a acheté des modèles plutôt à tendance professionnelle, c'est pas forcément le même disque dur que vous allez acheter pour un particulier, donc vous allez pas avoir les mêmes technologies dans le disque dur, et donc
ça donnera pas une bonne idée, en tout cas, de la fiabilité des disques durs, et moi, j'aurais du mal à vous dire, voilà, actuellement, le disque dur le plus fiable, c'est celui-là, parce que Backblaze vous l'a dit. C'est une indication, ça vaut ce que ça vaut, ça peut être intéressant à regarder, c'est pas pour autant qu'on peut en tirer des conclusions, et c'est pas pour autant que ces conclusions-là, elles ont un impact sur le choix que vous allez faire, parce que peut-être que, dans la gamme de prix que vous allez sélectionner, eh bien les disques durs n'ont pas du tout la même fiabilité, même dans la même marque, ils n'ont pas du tout la même fiabilité que les disques durs vendus plus cher. Alors, j'ai pris comme ça 2 références qui sont dans ce rapport-là. Ici, vous avez un Seagate, donc c'est le ST4000, etc., là, celui-là, qui n'est plus en vente sur Amazon par Amazon, donc du coup le prix a dû augmenter. C'est un disque dur qui est vendu 168,79€, mais bon, c'est par un vendeur que je ne connais pas, vendu, expédié et tout ça, donc je vous conseille pas du tout de l'acheter. Surtout en passant par Amazon, mais en passant par un vendeur tiers pour un disque dur. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il est plus vraiment référencé sur Amazon depuis 2017. Donc vous voyez que c'est pas un modèle bien récent, et donc il y a des technologies de disque dur qui sont sorties depuis. Ce modèle-là est un petit peu dépassé. Donc vous voyez que même s'il est dans le rapport, quelle conclusion vous pouvez en tirer? Ça fait 3 ans que ce disque dur-là, il est plus vraiment en vente, et donc même si le modèle vous intéressait, ce serait pas facile pour le trouver. J'en prends un autre. J'ai pris un Toshiba, parce que ça peut être intéressant. Donc Toshiba, disque dur de 4 Tera, c'est pareil, il est indisponible. Quelle conclusion on peut en tirer? Sur Amazon, il y a 4 évaluations, dont plutôt négatives. Est-ce que pour autant on peut en tirer une conclusion? J'en sais rien. Toujours est-il que, pour moi en tout cas, quand on regarde le rapport, c'est intéressant à échanger, à regarder tout ça, c'est pas vraiment pertinent pour faire un choix. En tout cas, voilà, vous avez les informations concernant Backblaze et le rapport, à vous d'en déterminer les conclusions que vous voulez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que, grossièrement, les fiabilités des disques durs des marques principales sont plutôt bonnes, et donc vous n'aurez pas de problème de fiabilité majeur, surtout sur du disque de particulier. Je pense que, quelle que soit la marque, à partir du moment où vous tapez dans du western, Seagate, Toshiba ou Hitachi, eh bien, vous aurez de toute façon un produit plutôt fiable. Le disque existe aussi au format SSD. Alors le SSD, vous avez soit du SSD format M2, donc le format M2 c'est ce petit format là, c'est en fait un petit connecteur ici sur un des côtés, et de l'autre côté on met une petite vis. Donc là c'est un M2 2280, donc 2280 c'est pour la taille du M2, donc M2 c'est le format ici, 2280 c'est la longueur. Vous avez différentes longueurs, en général les disques sont essentiellement en 2280, en tout cas les disques SSD, et sinon l'autre possibilité c'est que vous avez aussi des disques SSD, donc ici c'est un plateau, mais vous imaginez le disque SSD, et vous avez aussi des disques SSD au format 2,5 pouces, qui sont aussi très intéressants. Et il y a 2 technos pour connecter un disque SSD, c'est le format NVMe ou le format SATA. Donc ici c'est un M2 SATA, ici format 2,5 pouces SATA, puisque la seule interface en 2,5 pouces c'est le SATA, mais vous avez aussi le NVMe qui est une technologie spécifique, avec des lignes PCI Express directement reliées au processeur, qui permettent d'avoir des débits bien plus élevés, en particulier de bénéficier du PCI Express 4, donc pour avoir des débits très 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 pointus. Alors, dans la construction d'un NAS, avoir des disques durs M2 NVMe, c'est pas un graal en soi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins un SSD, comme ça, que ce soit ici au format M2 ou au format 2,5 pouces, peu importe, un SSD dont l'objectif va être de faire un cache, parce que la grande différence entre les disques comme ça SSD et les disques à plateau que vous pouvez avoir là, les disques à plateau, ce sont des disques qui, même s'ils sont relativement efficaces en termes de vitesse de stockage, sont quand même des disques sont des disques mécaniques, donc ils ont des têtes de lecture comme ça qui bougent. Donc on les verra pas, mais dessus là vous avez des plateaux ronds qui tournent, et puis vous avez plusieurs têtes de lecture, d'écriture qui se déplacent comme ça pour aller chercher les données au bon endroit. Ça prend du temps, ne serait-ce qu'au niveau de l'électronique, pour savoir où se poser la tête de lecture, aller chercher les bribes d'informations qui ne sont pas forcément contiguës à l'endroit où c'est écrit, donc des fois il faut faire sauter la tête de lecture à différents endroits. Ça demande du temps, ça demande des performances, et donc les débits en écriture et en lecture sont moindres par rapport à un disque comme celui-là qui est purement de mémoire et donc qui est hyper efficace. Maintenant, il y a le pendant aussi de ça, c'est que des disques comme ça, ils sont plus chers au Tera, ça coûte beaucoup moins cher, sauf ici sur des cas très particuliers, des disques super pro on va dire, mais sinon de manière générale, un SSD, quel que soit son format, coûtera plus cher au Tera qu'un disque de ce type-là, et ce type de disque n'est pas fait pour du stockage à long terme, c'est fait pour du stockage rapide, donc c'est fait pour faire du cache, c'est fait pour mettre de l'OS, des choses comme ça, c'est pas fait pour mettre du stockage, même si, à nouveau, il y a des gens qui vont me dire on utilise dans le secteur pro, on utilise du SSD de plus en plus, oui, mais pour vous particuliers qui avez des budgets limités,
Je peux vous dire que ça va commencer à faire très cher si vous voulez vous faire un NAS qu'en SSD, et en plus vous n'aurez pas les mêmes puces mémoire et pas la même fiabilité. Donc on oublie pour le stockage à long terme, le SSD c'est uniquement pour le cache. Il faut savoir la différence majeure entre les disques durs qui sont ici, donc les disques durs à plateau, on va dire l'ancien monde quelque part, et ici les SSD. Les puces mémoire qui sont dans les SSD ont une durée de vie qui est programmée par leur conception, et on peut écrire un certain nombre de fois, ça s'appelle des cycles d'écriture ou de lecture. Donc elles ont un cycle d'écriture programmé, on sait combien de fois on peut écrire dessus, et elles se grillent au bout d'un certain temps. Et quand vous achetez ici, donc ici c'est un SSD de 500 Go, en général vous achetez un SSD en fait de 800, 900 Go, des choses comme ça, puisqu'il y a un certain nombre de puces mémoire qui se grillent, qui sont remplacées par d'autres, qui rentrent en activité, et ça pendant tout le temps de vie du SSD, jusqu'au moment où il est plus en mesure d'allouer les 500 Go auxquels il est initialement conçu. Alors, c'est conçu en général les SSD pour durer très longtemps, plusieurs dizaines d'années, mais tout ça c'est conçu à un certain nombre, un certain volume d'informations. Donc une certaine quantité d'informations qui arrivent, peu importe si c'est par jour, par semaine, par mois, mais en tout cas, à chaque fois que vous écrivez quelque part, vous lui réduisez sa durée de vie. Donc plus vous l'utilisez, plus vous réduisez sa durée de vie. Si c'est pour du stockage à long terme, on pourrait se dire que c'est pas grave, puisque finalement c'est des données que vous laissez sur le disque très longtemps, et donc finalement vous ne l'abîmez pas. Mais le SSD a aussi un autre inconvénient, c'est qu'il faut bien qu'il soit toujours sous tension, qu'il fasse ses cycles de rafraîchissement, etc., puisque si les puces ne sont pas correctement alimentées, correctement rafraîchies, elles peuvent perdre les données qui se trouvent dedans. Donc il y a un tas de problématiques qui arrivent avec le SSD, qui sont plus ou moins de toute façon des fausses problématiques, hein, donc si vous voulez utiliser un SSD pour faire un NAS, allez-y si c'est vraiment ce que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, pour résumer, si vous devez faire un choix de disque, si c'est pour du stockage, de toute façon, en général, avec votre NAS, vous allez avoir un NAS maximum en 2,5 gigabits par seconde pour votre réseau Ethernet, puisque un NAS dialogue par le réseau Ethernet, donc de toute façon, vous serez bridé par votre réseau Ethernet. C'est très peu probable d'avoir besoin des capacités d'un SSD, sauf des cas exceptionnels qui sont par exemple un remplissage initial. Vous avez plusieurs téras d'informations à stocker et vos disques durs vont vous faire perdre un petit peu de temps. Mais sinon, la plupart du temps, vous allez être de toute façon bridé par la capacité que vous avez en termes de réseau. Et donc c'est pour ça qu'en général, on garde le SSD pour faire des caches, des choses comme ça, donc pour booster le NAS au maximum, mais pas pour y stocker des informations, puisqu'au final, en achetant ce type de disque, vous aurez des capacités supérieures pour un prix inférieur, donc ce sera, pour le budget que vous voulez mettre, bien plus intéressant. Tous les disques durs, qu'ils soient HDD, c'est-à-dire mécanique, ou SDD, c'est-à-dire à puce mémoire, ont des caractéristiques qui font qu'ils ont des utilisations préconisées et des performances qui diffèrent d'un modèle à l'autre. En général, pour le HDD, il y a deux grands critères que sont la vitesse de rotation et la taille du cache, qui vont conditionner les performances générales du produit, mais aussi le bruit qu'il va émettre et la chaleur qu'il va pouvoir éventuellement dissiper. Et puis côté SSD, en général, on a plutôt les types de puces mémoire et le type de cache qui est déployé pour optimiser donc l'accès à ces puces mémoire. En général, les constructeurs essayent d'aider le consommateur en l'orientant vers des gammes. Et je vais vous présenter deux marques, juste pour vous montrer donc deux possibilités. Western Digital, donc, et puis Seagate dans un deuxième temps. Donc, chez Western Digital, par exemple, le fabricant Western Digital oriente l'utilisateur via des couleurs. Ils ont choisi le code couleur. Donc, vous avez Red, la gamme Red, qui est destinée au NAS. Alors, faites très attention parce que même si la gamme Red est destinée au NAS, on verra en fin de vidéo, il y a des spécifications sur les disques durs dans la technologie précise des plateaux qui font que certains disques durs sont pas tout à fait adaptés au NAS, même s'ils sont dans la gamme NAS, ou en tout cas nécessitent d'être au courant de ces spécificités-là avant d'acheter ce type de disque. En tout cas, donc, chez Western Digital, pour un NAS, en général, ce qui est préconisé, c'est d'aller vers la gamme Red. La gamme Red, elle est rouge. Elle n'a rien à voir, Red, RED, c'est la couleur rouge, n'a rien à voir avec le fait de faire du Red, RAID, ou pas. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Je sais pas si c'est un jeu de mots qu'ils ont voulu choisir en disant on choisit la couleur rouge pour du NAS. En tout cas, c'est pas forcément heureux parce que c'est pas de bol. Leur disque qui s'appelle Red tout court
n'est pas adapté à faire du RAID. Donc voilà, c'est un petit peu le truc sur lequel il faut faire attention. Mais en tout cas, la gamme RAID et la gamme pour les NAS, vous avez le RAID, qui est le disque classique NAS, mais pas fait pour faire du RAID RAID, le RAID+, et puis le RAID Pro, si vraiment vous avez besoin de performances adaptées. Mais ça, ce sont des disques durs qui sont destinés au NAS. Vous avez d'autres gammes de disques durs, vous avez par exemple la gamme Black, qui est la gamme performance pour les PC de bureau. Vous avez la gamme Gold et la gamme White, qui sont éventuellement des gammes qu'on peut aussi utiliser dans un NAS, parce que ce sont des gammes qui recouvrent, en termes de caractéristiques techniques, les gammes RAID. Et puis vous avez la gamme Blue, qui est la gamme standard de PC de bureau, la gamme Green, alors qu'on voit pas ici, mais qui existe aussi, qui est la gamme de PC de bureau, donc desktop, bas de gamme on va dire, donc 5400 tours minute avec un tout petit cache, juste pour du stockage comme ça de fichiers, et puis la gamme Purple, qui est la gamme surveillance, donc pour la vidéosurveillance. Alors vous allez me dire, tout ça, ces couleurs, ça a l'air d'être du marketing. Alors oui et non. C'est vrai que ça peut être vu comme du marketing, parce qu'effectivement, c'est pas parce que vous achetez un disque dur Blue, de gamme Blue chez Western Digital, que vous ne pouvez pas l'utiliser dans un NAS. Par contre, il y a quand même une expertise de la part de Western Digital pour vous orienter vers certains types de disques durs qui sont parfaitement adaptés à l'utilisation que vous voulez en faire. J'explique. Un disque dur de bureau, par exemple, un Blue, un Green ou un Black, les machines de bureau ont plutôt tendance à être allumées régulièrement. Donc c'est plutôt des machines qui vont démarrer peut-être plusieurs fois dans la journée, et puis qui ne vont pas fonctionner nécessairement 24 heures sur 24. A contrario, un disque dur RAID, un disque dur de NAS, c'est un disque dur qui est fait pour tourner 24 heures sur 24, avec peu de redémarrage, peu de cycles donc d'allumage et d'extinction. Peut-être quelques mises en veille, mais le disque dur en lui-même reste en activité. Et à côté de ça, vous avez la gamme Purple, qui est la gamme vidéosurveillance. Quand vous avez une caméra de vidéosurveillance qui filme en continu, c'est donc des disques durs qui n'ont pas besoin de grosses capacités, parce qu'en général, avec 1 Tera, vous stockez quand même pas mal d'enregistrements avec beaucoup de caméras. Par contre, c'est des disques durs qui vont continuellement être en train d'enregistrer. Donc, qui ont besoin de caractéristiques spécifiques pour être continuellement en train d'enregistrer. Donc vous voyez que même si, effectivement, vous pouvez remplacer un disque dur par un autre dans certains contextes, il y a quand même, chez Western Digital et chez d'autres marques, une segmentation qui est faite aussi par l'utilisation qui en est faite. C'est important de comprendre donc que quand on a un disque dur RAID, l'objectif derrière, c'est un disque dur qui tourne en continu, qui est pas prévu pour s'arrêter comme ça trop souvent, qui a éventuellement une fiabilité accrue pour des fonctionnements, des durées de fonctionnement importantes, avec des garanties différentes, des choses de ce type-là. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand on achète un disque dur. C'est pas que du marketing, la couleur qui est dessus. La couleur permet aussi à la marque de mieux communiquer sur le type de disque dur à acheter. Alors on va aller voir chez Seagate. Donc là je suis sur le site Seagate France. Seagate, eux, ont une gamme qui est un peu plus simple. La gamme Barracuda et la gamme de PC, de disques durs pour PC de bureau. Vous avez le Barracuda classique, qui est l'équivalent entre Green et Blue, on va dire, pour Western Digital, et le Barracuda Pro, qui est un peu l'équivalent de la gamme Black de chez Western Digital. Mais vous voyez, c'est écrit en dessous Barracuda Compute, c'est fait pour des ordinateurs en général, même si, je vous le redis, ce sont des disques durs que vous pouvez éventuellement aussi utiliser pour mettre dans un NAS, c'est des disques durs qui sont essentiellement à destination d'une utilisation PC de bureau. Et puis à côté de ça, vous avez des disques durs spécialisés NAS, que sont la gamme Iron Wolf. Donc vous verrez après, j'ai un disque dur Iron Wolf dans un de mes NAS. Donc vous avez là à nouveau une segmentation, vous avez l'Iron Wolf classique, qui est un disque dur avec une garantie réduite de 3 ans, et puis qui est censé être suffisant pour une utilisation classique, et l'Iron Wolf Pro, qui est l'équivalent du RAID Pro de chez Western Digital, qui lui a des capacités un petit peu plus élevées, des vitesses de rotation plus élevées, des caches plus élevées, et une garantie plus importante. Et puis enfin, vous avez aussi une gamme spécialisée vidéosurveillance, qui est Skyhawk, qui est la gamme, donc Skyhawk et Skyhawk AI, qui est la gamme spécialisée vidéosurveillance, donc qui aura pour objectif de permettre des écritures en continu, 24 heures sur 24, sur des disques durs. Donc ça veut dire que le disque dur n'a pas le droit de s'arrêter, il est continuellement en train d'écrire sur son support. Voilà en tout cas ce qui segmente les gammes, et donc il faut comprendre que derrière des couleurs ou des noms de gamme se cachent aussi des propriétés des disques durs. Soit ce sont des disques durs qui doivent tourner en continu, soit ce sont des disques durs qui ont la capacité de s'arrêter, soit ce sont des disques durs avec beaucoup de cache, soit avec moins de cache, avec beaucoup de capacité de stockage ou moins, des disques durs qui écrivent en continu ou qui au contraire ont des temps de repos, des spécificités en tout cas qui font que il faudra choisir son disque dur en fonction de ses besoins. Et donc si je dois synthétiser, pour un NAS, chez Western Digital c'est du RAID, donc plutôt RAID Plus ou RAID Pro,
Je vous parlerai de la gamme RAID en particulier qui est très précise suivant ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez faire dans le NAS. L'autre possibilité, c'est le Purple pour la vidéosurveillance chez Western Digital, et vous avez Gold, White qui sont des gammes aussi disques durs que vous pouvez utiliser pour des NAS. Et donc on a vu chez Seagate c'est Skywalk pour la partie vidéosurveillance, et puis pour la partie NAS c'est Iron Wolf, Pro ou pas suivant votre budget et suivant ce que vous voulez comme en termes de capacité et de garantie sur le disque dur. Évidemment, donc, on pourra généraliser très facilement si on regarde Toshiba qui est aussi fabricant de disques durs. Vous verrez aussi une gamme NAS, donc de disques durs spécialisés NAS, dont le N300 est un des représentants. Alors pour le coup, eux, ils ont pas vraiment de couleur, ils ont plutôt des numéros de modèle. Vous avez aussi une gamme vidéosurveillance, toujours sur les mêmes principes, avec le préfixe S ou V, suivant la qualité de disque dur que vous voulez. Et puis vous avez les gammes desktop. Et on le voit ici, c'est clairement identifié, laptop, desktop et performance. Donc l'équivalent, ici c'est l'équivalent du Black ou du Barracuda Pro. Et puis ici vous avez l'équivalent du Green, Blue ou Barracuda classique. Donc vous voyez, c'est assez facile de faire le pendant. Tous les fabricants ont quasiment toutes les mêmes gammes avec les mêmes caractéristiques. Il suffit juste de s'y repérer. Et en général, vous avez une correspondance entre l'utilisation qui est faite du disque dur et sa capacité, sa mémoire cache et sa vitesse de rotation pour que tout soit en adéquation et tout fonctionne comme vous l'attendez. L'autre chose dont on peut parler aussi rapidement, c'est, je vous ai dit, pour du NAS, je ne vous préconise pas de partir directement sur du SSD, mais vous avez quand même des gammes SSD spécialisées NAS. Ces SSD-là ont pas forcément des capacités énormes. Vous voyez que comme chez Western Digital, je vous ai mis l'équivalent Barracuda, donc chez Seagate, de manière à ce que vous puissiez voir que c'est pas des disques durs très gros. Surtout pour le grand public, les disques durs SSD NAS très gros sont plutôt à destination des professionnels, et vous avez dedans donc jusqu'à 2 Tera de capacité, mais ce sont essentiellement des SSD qui vont vous servir à faire du cache, donc pour accélérer en fait l'accès aux données. Donc vous n'avez pas besoin non plus de taper sur de la très très grosse capacité. Ce qu'il faut, c'est avant tout avoir un SSD suffisamment volumineux pour encaisser des échanges rapides, et puis ensuite le NAS va vider le SSD sur les disques en fonction du type de software que vous utiliserez sur votre NAS. Mais en tout cas, voilà, ça vous servira principalement à ça, et puis pour vous mettre un OS. Et puis je vous le redis, par rapport à toutes ces gammes, tous ces produits, en fin de vidéo, je vais vous donner quelques conseils d'achat. Qu'est-ce que vous devez acheter comme disque dur à peu près, en gros, et puis combien de disques durs, quel modèle, pour faire quoi. Et vous voyez, chez Western Digital, pareil, on a des SSD SATA. Alors ce sont toujours des SSD SATA, donc ils sont au format 2,5 pouces ou au format M2, ils sont interface SATA et pas interface PCI Express, donc NVMe. Par contre, chez Western Digital, on peut monter jusqu'à 4 Tera, et donc on a accès à 2 formats de disques durs. Je crois que le 4 Tera est spécifique à Western Digital, je crois pas que d'autres marques vendent pour le moment, en tout cas pour le grand public, du 4 Tera grand public, pour NAS. Mais en tout cas voilà, ça vous donne une idée. Alors là c'est pareil, ce sont comme pour les disques HDD, les disques SSD spécialisés NAS ont des spécificités. Donc dans leur interfaçage, ils sont un peu plus bas de gamme que des disques durs haute performance PC, mais ils ont aussi des capacités en termes d'endurance qui sont meilleures pour l'utilisation qu'en est faite. Par contre, vous voyez que tout de suite, quand on tape sur du 4 Tera SSD, on est sur des tarifs, voilà, pour le même prix, on a du 14, 18 ou plus en nombre de Tera pour un HDD, alors que sur un SSD, ça coûte tout de suite très cher pour le particulier. Donc au final, si je résume la situation à ce moment-ci de la vidéo, qu'est-ce que je vous conseille de retenir pour l'installation de vos disques durs? Je vous conseille de choisir des disques durs de 3,5 pouces, format 3,5 pouces, au détriment des disques durs format 2,5 pouces qu'on va écarter, qu'on va garder éventuellement, soit si on en a vraiment sous le coude, de capacité intéressante, parce que c'est aussi le problème. Ici vous voyez, j'ai un disque dur d'une capacité de 1 Tera, ici un disque dur d'une capacité de 40 Go. Même si vous l'avez sous le coude, dans un NAS, un disque dur de 40 Go, ça peut être intéressant pour y mettre le système d'exploitation, par exemple. Mais sinon, pour l'utiliser vraiment pour autre chose, ça va pas être hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez vraiment mettre un système d'exploitation, il va pas aller très vite, mais vous pourrez le mettre là-dessus. Par contre, sinon, donc on part sur du disque format 3,5 pouces. Disque à interface SATA. Alors l'interface SATA, c'est l'interface que vous voyez ici. C'est la nouvelle, entre guillemets, interface. Elle existe depuis un paquet d'années. Cette interface qu'on voit là, avec ici la fiche d'alimentation et ici la fiche de données. On pourrait changer avec la partie carte mère, etc. Ça n'a rien à voir avec le Parallel ATA, donc le PATA.
Donc, qui est le format historique. Alors, je vous ai pris un disque dur pour vous montrer. Donc, voilà un disque dur historique en interface parallèle ATA. Vous voyez ici le connecteur IDE, qui est très gros, et puis ici le connecteur Molex, qui est le connecteur d'alimentation, que vous connaissez probablement, puisqu'il existe toujours de nos jours. Il est toujours utile dans certains contextes. Il alimente en 12 volts et en 5 volts avec 2 fiches de masse. Donc voilà, ça c'est les disques durs historiques. Il y a de moins en moins de cartes mères qui les supportent. En plus, comme ils sont vieux, c'est des disques durs qui forcément ont des capacités plus très intéressantes. Donc là, on n'est plus vraiment dans le NAS, hein. On est plutôt dans la machine archéologique, on va dire, si vous commencez à mettre des disques parallèles ATA, parce que ne serait-ce que pour les brancher, il va vous falloir des convertisseurs et tout ça. Donc on fait pas les déchetteries, on va pas chercher des disques durs qui sont mis au rebut, des disques durs de ce type-là, c'est pas non plus l'objectif. Je vous rappelle, hein, l'objectif c'est de faire un NAS qui va de manière fiable stocker vos données importantes à long terme. Donc on récupère pas le premier matériel qui passe sous la main, ou on choisit pas le premier disque dur à peu près qu'on a dans un fond de tiroir, et au risque de perdre toutes les données qu'on a. Interface SATA, format si possible 3 pouces et demi, ce sera le plus intéressant en termes de rapport prix-capacité. En général, au niveau des budgets, sur ce type de disque, alors pas ce type de disque-là très précisément, mais des disques durs à plateau, 3 pouces et demi, tout ça, on est autour des 20 centimes du giga, 20 centimes d'euros le giga. Donc voilà, ça vous donne une idée du budget. Ça aussi, hein, évidemment, en fonction des options et du type voilà de disque, de la qualité de disque quelque part que vous voulez, comptez environ 20 à 25 centimes du giga au moment où je tourne en tout cas cette vidéo. En termes de disque dur, ce qui est très important à regarder aussi, en plus de la capacité totale que vous voyez là, c'est quelles sont ses capacités technologiques. Et ça, vous les allez retrouver. Alors probablement, ce sera jamais écrit directement ici. Il y a un tas de significations ici qui sont assez peu compréhensibles par la personne qui achète le disque. Par contre, en général, en utilisant le nom du modèle ici, que vous avez donc là chez Western Digital, vous le retrouverez toujours sur un disque dur, vous aurez toujours une référence précise du modèle. Vous pouvez faire des recherches internet pour savoir deux choses qui sont importantes en termes de disque à plateau, c'est quelle est sa vitesse de rotation, super important. Vous avez en général, vous avez des choses autour de 5400 tours par minute, ce qui est plutôt lent et silencieux, 7200 tours par minute, ce qui est rapide, pas trop bruyant, mais qui commence déjà à devenir un petit peu bruyant, et parfois vous avez du 10 000 tours minute, ce qui est très rapide, mais en général très bruyant. Donc en général, un particulier n'achète pas du 10 000 tours minute. Vous en trouverez en tout cas rarement pour de l'achat de particuliers. L'autre point que vous pourrez regarder aussi en regardant la référence, c'est la quantité de cache dont est équipé le disque dur. Donc c'est du cache, un peu comme vous avez en fait un SSD, en fait, hein, c'est de la mémoire en fait pour le disque. Et donc ça lui permet d'accélérer ses opérations. Plutôt qu'aller écrire, dès qu'il reçoit une petite information, aller l'écrire directement comme ça sur les plateaux, il peut bufferiser grâce à son cache, et aller écrire quand il a des volumes de données suffisamment importants, et tout ça, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite. Et en général, plus vous avez de cache, plus le disque dur va être capable d'aller vite, que ce soit en lecture ou en écriture, puisqu'il va tout ramener et tout écrire de manière optimale, en mettant ça dans son cache et en utilisant le cache, donc pour avoir une transition la plus efficace possible en termes d'échange de données. Il y a encore des sujets qu'il va falloir aborder sur ces disques, mais là je les déporte à plus tard, ça va être la quantité de cache, la techno du disque dur, on va parler de SMR et de CMR et tout ça, mais ça je les garde pour plus tard parce que ça va commencer à se complexifier. Avant, je vais vous donner déjà des informations d'ordre plus général sur le choix des disques. En général, on associe le NAS au nom RAID pour la sécurisation, la redondance des données. Cependant, je pense que c'est une très très grosse erreur de concevoir un NAS exclusivement en pensant RAID. Déjà parce que ça va vous faire exploser le budget. Alors qu'est-ce que c'est qu'un RAID ? Je vais prendre le cas le plus simple, et puis ensuite on verra les différentes technologies de RAID qui sont un peu plus optimales que ça. On va partir sur le RAID 1, qui est le plus simple à comprendre, qui est le RAID historique, on va dire, le mirroring. Imaginez que vous avez un contrôleur ici de disque dur, et qui doit écrire une donnée. Si vous l'écrivez sur un disque, ici, donc il va l'écrire sur le disque, et que ce disque-là tombe en panne. La donnée, vous l'avez perdue, c'est définitif. Bon, vous pouvez toujours envoyer le disque dur à une société spécialisée de récupération, ce qui est aussi, d'ailleurs, je fais une aparté, mais c'est aussi un avantage de ce type de disque qui est plus facile à récupérer par une société spécialisée que du disque SSD. Mais en tout cas, a priori, vous avez perdu la donnée qui est dessus, c'est fini. Si maintenant on parle de mirroring, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez soit un contrôleur matériel, soit un contrôleur logiciel, qui va associer les disques durs ensemble sous forme d'une grappe de 2 disques durs, et quand une donnée va arriver et va devoir être écrite sur les disques, imaginons par exemple une photo que vous tenez à cœur, qui est importante pour vous, cette photo va être écrite en parallèle sur chaque disque, de la même manière.
Ce qui fait que si un des disques tombe en panne, eh bien, certes, vous n'aurez plus la solution de repli du deuxième disque opérationnel, mais la photo sera toujours sur ce disque-là, toujours accessible, utilisable. Et il suffira de racheter un autre disque dur que vous remettrez ensuite dans la grappe. Le système en question s'occupera de resynchroniser tout ça pour faire en sorte que toutes les données soient bien redupliquées. Et ensuite, vous continuerez comme ça à y mettre vos données. Elles seront à chaque fois dupliquées dans les deux disques, de manière à ce que, à tout moment, l'intégralité de vos données soit toujours présente dans deux matériels différents, de manière à ce que ces disques durs, si l'un tombe en panne, l'autre est la copie exacte des données. Alors évidemment, il y a des variantes à ce RAID-là. Le RAID 0 n'est pas considéré dans le domaine du NAS, c'est l'association de disques pour des performances. Donc là, dans ce cas-là, si un des disques lâche, vous perdez tout. Mais par contre, vous avez des RAID comme le RAID 5, qui est par exemple un RAID typique qu'on déploie dans les domaines de NAS. Mais là, c'est assez spécialisé. Et de toute façon, pour du NAS de particulier, moi je vous conseille de partir déjà sur 2 disques. Donc avec 2 disques, vous partirez plutôt sur soit un système très particulier qu'on verra après, soit du RAID 1. Maintenant, pour autant, je pense que c'est une très mauvaise idée, quand vous créez un NAS, de partir tout de suite sur un RAID. À quoi ça sert le RAID ? Le RAID, ça sert à une chose précise, c'est réagir à la défaillance matérielle. Si vous avez une panne sur un disque dur, déjà, c'est de pouvoir tout de suite continuer à utiliser l'autre, et à continuer à exploiter vos données comme si de rien n'était. C'est particulièrement intéressant si vous avez une entreprise, si vous avez un commerce, si vous gagnez de l'argent avec ce que vous faites, et qu'il ne faut surtout pas que vous vous arrêtiez. Là, effectivement, vous allez vouloir avoir en continu la capacité comme ça, pouvoir continuer à travailler. Mais dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez acheter non pas 2 disques, mais vous allez en acheter un 3e, que vous gardez comme ça sur une étagère. Si un des deux lâche, hop, vous sortez votre disque dur que vous n'avez pas utilisé, hein, vous avez un bout disque dur comme ça peut-être de 500 € que vous n'avez pas utilisé, vous le déballez, vous le branchez, hop, la grappe se reconstruit et vous repartez avec 2 beaux disques en RAID 1. Vous imaginez le budget que ça peut avoir pour un particulier de faire ça. Donc évidemment, vous en tant que particulier, jamais vous allez avoir sur une étagère un disque de 14 Tera qui traîne comme ça prêt à être utilisé. C'est des arguments de professionnels. Alors peut-être vous vous direz, tant pis, je reste pendant une semaine, le temps de recevoir mon autre disque dur, je reste dans un mode dégradé où j'ai qu'un disque, et puis je croise les doigts, je tends le dos pour que ce disque-là ne nage pas pendant que l'autre, je le commande, et puis je le remettrai. Je croise encore les doigts pour que, pendant que ce disque-là reconstruit la grappe, il ne lâche pas, parce qu'il va être fortement sollicité en lecture, etc., pour pouvoir reconstruire l'autre. Donc tout ça, c'est extrêmement risqué. Donc si vous faites du RAID, faut vraiment savoir ce qu'on fait, parce que vous avez de fortes chances de vous louper, et même si vous faites du RAID, d'avoir des pertes de données, si jamais vous le faites pas bien. Donc, je vous le dis tout de suite, et là ça va peut-être faire des bons à certaines personnes qui vont regarder la vidéo, si vous construisez un NAS, ne partez pas sur du RAID. Partez sur 2 disques, c'est important d'avoir 2 disques différents, mais c'est pas important de faire du RAID. Ce qui va se passer déjà, c'est que vous allez choisir 2 disques. Vous allez acheter 2 disques, ou vous allez réutiliser, si vous en avez des bons, 2 disques. Et ces disques-là, il va falloir faire très attention à une chose, vous allez certainement pas les acheter en lot. Donc ce que vous allez faire, c'est mixer au moins les numéros de série. Donc faire en sorte par exemple d'avoir un disque qui est fabriqué en septembre et puis un disque qui est fabriqué en novembre. Donc vous les achetez peut-être dans des boutiques différentes, à des moments différents dans le temps, etc. De manière à obtenir 2 disques dont le numéro de série ne se suit pas. Donc ici moi j'ai 2 disques qui ont des numéros de série très proches, forcément, c'est Western Digital qui me les a envoyés. C'est probablement ce qu'ils avaient en boutique, ils en avaient 2 comme ça qui étaient posés l'un sur l'autre, avec une tonne d'autres, qui se sont dit hop, on va envoyer ces 2-là à Guillaume. Le problème d'acheter 2 disques qui ont des numéros de série proches, qui viennent de la même boutique, du même fabricant, etc., c'est que si un disque dur mécaniquement qui tombe en panne, il y a toutes les chances que son copain tombe en panne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été fabriqués en même temps, ils sont issus exactement du même process de fabrication, à la même date, donc très probablement ils vont avoir les mêmes défauts, ils vont avoir les mêmes types de pannes à la même fréquence, et donc on peut s'imaginer quand il y en a un qui tombe en panne, l'autre tombe en panne, et si vous en avez 3-4 comme ça, le 3e tombe en panne, le 4e tombe en panne, ils vont tous tomber en panne les uns après les autres, parce qu'ils ont été fabriqués en même temps, et que si vous les utilisez de la même manière, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui tombe en panne plutôt qu'un autre. En général, la moyenne fait qu'ils vont à peu près tous tomber en panne en même temps. Donc c'est très important de pas acheter ces disques durs en même temps. Vous pouvez éventuellement acheter les mêmes marques, mais si vous achetez les mêmes marques, les mêmes modèles, mixez les dates de fabrication, les numéros de série, de manière à minimiser au maximum ce risque-là. Ça, c'est un premier point sur lequel il faut faire extrêmement attention quand on achète ces disques durs. L'autre point, donc, sur lequel il va falloir faire extrêmement attention, c'est l'utilisation que vous allez faire de vos disques, et donc éviter, tant que vous n'en avez pas
strictement besoin le RAID. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez avoir un disque dur ici, imaginons de 14 Tera, vous allez l'avoir acheté très cher, ce disque, et dessus vous allez y mettre vos données. Mais toutes les données que vous allez mettre dessus sont pas forcément des données qui sont ultra critiques. Probablement que, par exemple, si vous avez des photos de vos enfants ou des vidéos de vacances, des choses comme ça, c'est des choses que vous ne voulez pas perdre. Donc là, il va falloir être très précautionneux sur la manière de faire ces sauvegardes. Mais peut-être que dans l'eau, vous avez aussi d'autres vidéos qui vous tiennent moins à cœur, que vous pourrez récupérer d'une manière ou d'une autre si vous venez à les perdre. Peut-être de la musique que vous avez sur CD, que vous avez rippé en MP3, en FLAC ou autre, et que vous pouvez perdre le cas échéant si vous n'avez pas le budget pour les stocker ailleurs, etc. Donc il y a toute une gamme de données que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est pas bien grave. Et puis il y a des données que vous mettez éventuellement sur le cloud, donc vous les avez en local pour vous faciliter un peu la vie, mais si vous les perdez, bon, vous les retéléchargez du cloud, c'est pas très grave. Donc, en gros, ce que je vais vous expliquer par là, c'est que si vous partez sur du RAID, et que vous partez sur un disque dur de 14 Tera, vous allez devoir acheter 2 disques durs de 14 Tera, ça va vous coûter énormément cher, et surtout, vous allez perdre instantanément 14 Tera au profit d'une fiabilité accrue, d'une fiabilité matérielle accrue. Attention, si vous avez bien fait attention à ce que j'ai dit, vous avez bien acheté des lots de matériel différents. Sinon, la fiabilité matérielle va pas être vraiment tant que ça accrue, puisque les 2 disques durs vont s'user en même temps et risquent de lâcher en même temps. Mais vous aurez 14 Tera en gros qui seront partis à la poubelle. Certes, vous aurez une fiabilité plus importante, mais ces 14 Tera seront perdus au profit de cette redondance de données. Maintenant, imaginez que vous vous faites plaisir éventuellement, vous vous achetez ce beau disque dur de 14 Tera pour y stocker plein de trucs, et à côté de ça, vous achetez un petit disque dur de 4 Tera, 4, 8 Tera, peu importe, ce dont vous avez besoin, qui va servir de disque dur d'archivage. Et dans votre NAS, vous avez un tas d'applications qui vont vous permettre de sélectionner quels sont les répertoires que vous voulez archiver sur l'autre disque dur. Et vous pouvez très bien dire, par exemple, mes photos, c'est vital pour moi, mes photos, je veux les archiver sur ce disque dur-là. Et donc, par exemple, vos photos sur les 14 Tera, c'est peut-être 2 Tera de données. C'est déjà beaucoup de Tera de photos, même quand on fait sauf si vous êtes photographe, mais sinon même en RAW, c'est beaucoup de Tera de photos en RAW. Et bien ça, vous les archivez sur votre deuxième disque dur qui est plus petit, qui coûte moins cher, et donc qui vous permettra de faire ces notions d'archivage. Qu'est-ce que ça vous permet aussi de faire l'archivage de données, contrairement au RAID? Eh bien c'est que l'archivage pourrait être sensible à la problématique d'erreur utilisateur. C'est-à-dire que quand vous faites un RAID, si vous dites « supprime-moi ce répertoire-là », la suppression va être effectuée sur les deux disques en même temps et vous allez tout perdre d'un coup. Si vous vous rendez compte dans la minute, dans l'heure, dans le mois qui suit, que vous avez fait une fausse manipulation et que ce répertoire-là, il n'y aurait pas fallu le supprimer, c'est trop tard, vous l'avez perdu. L'archivage, ce qu'il permet de faire, c'est qu'il va prendre le répertoire photo, et puis il va dire « ce répertoire photo-là, je le copie de manière versionnée sur le deuxième disque. Tant qu'il y a de la place sur ce disque-là, j'y vais, je versionne. Si vous dites dans ce disque-là, je supprime mon répertoire photo, votre logiciel d'archivage va dire, je supprime logiciellement le répertoire photo et va le garder un certain temps en activité, tant qu'il n'y a pas besoin de recycler de l'espace et tout ça pour autre chose. Et si vous vous rendez compte au bout d'une semaine que vous avez supprimé par mégarde un répertoire super important, vous retournez dans votre archive et vous dites restaurer mon répertoire photo et hop, les données vont revenir sur ce disque et vous les aurez récupérées. Donc, en évitant le RAID, qui ne sert, je pense, dans quasiment aucun cas pour les particuliers, à moins que vous ayez des besoins très précis de données que vous ne voulez pas perdre et que vous voulez en continu accessible sans interruption aucune, l'archivage vous permettra une alternative beaucoup plus intéressante. Par exemple, si votre disque dur principal lâche, vous allez racheter votre disque dur de 14 Tera de remplacement, vous allez demander ensuite à votre logiciel d'archivage de restaurer les données dessus. Vous n'allez pas nécessairement récupérer toutes les données, évidemment. Je vous ai dit, vous avez fait une croix sur certains types de données que vous allez pouvoir récupérer sous une forme ou une autre, mais toutes les données qui étaient hyper importantes, elles vont être remises sur ce disque dur-là, et à nouveau, vous aurez 2 copies des mêmes jeux de données, et donc en général on suggère aussi d'avoir une 3e copie au moins sur votre machine donc personnelle, de manière à avoir 3 copies des données, et donc de n'avoir aucun risque de perdre ces données-là. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, j'avais fait une vidéo il y a 3 ans environ, où on parlait dans le détail de tout ce qui est sauvegarde et archivage, donc voilà, la vidéo est un peu datée évidemment par rapport à la manière dont je l'ai fait et tout ça, mais il y a quand même l'essentiel de l'information. Si vous avez un petit peu de temps à passer là-dessus, vous comprendrez l'intérêt, enfin en tout cas quelle est moi ma procédure de sauvegarde et d'archivage, comment je procède, quels outils j'utilise. Ça peut vous donner des idées éventuellement pour pouvoir faire des bonnes sauvegardes, de bon archivage, et surtout avoir des copies multiples
de vos dossiers, de vos documents, de manière à ce que vous puissiez toujours anticiper la panne. Et surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que vous avez un NAS que vous allez vous mettre à l'abri d'une quelconque difficulté. Un exemple très simple, imaginez qu'il y a le feu chez vous. Si jamais votre NAS est votre seul endroit où vous stockez vos données, que ce soit vos données de votre téléphone portable, vos données personnelles, vos photos, vos vidéos familiales et compagnie, vous allez tout perdre. En un incendie, vous perdrez tout. Donc de toute façon, le NAS n'est pas une fin en soi, et c'est pour ça que j'avais fait ces vidéos-là, où dans la première, je vous explique comment déjà on fait d'une machine pour copier ces données sur un NAS et les stocker à long terme, et ensuite je vous avais montré mon NAS en lui-même, et puis je vous avais expliqué quelles sont les procédures dans le NAS, donc comment je dispatche. Donc je fais de la sauvegarde, c'est-à-dire à partir du disque principal sur lequel je copie mes données dans le NAS, j'ai un disque secondaire d'archivage qui lui fait une présélection des données et envoie ça ensuite vers des services cloud pour stocker sur du long terme. À la place de service cloud, vous pouvez imaginer un autre NAS situé ailleurs, etc. Ces concepts-là, je les ai expliqués, donc normalement, vous devriez avoir tout ce qu'il faut comme outils présentés et comme technique pour essayer de minimiser au maximum la perte de données. Donc, utiliser un NAS non seulement pour un stockage local efficace, mais aussi pour mettre en place tous ces outils-là, pour pouvoir archiver sur du long terme. J'évoque donc le sujet du RAID parce que ça a un impact direct sur le choix du disque dur et la quantité de disque dur que vous allez acheter. Je rappelle, on a dit tout de suite, le RAID 0, on l'oublie, c'est pas fait pour un NAS. Le RAID 1, c'est du RAID miroir, donc ça veut dire que vous avez deux disques, et l'un des deux disques va être perdu au profit de la parité, de la sécurisation de vos données. Le RAID le plus standard quand on fait du NAS, si vous voulez faire du RAID, en tout cas c'est le RAID 5. Le RAID 5, c'est un RAID qui s'appelle N+1. En gros, imaginez la capacité que vous voulez, donc par exemple, alors si vous partez sur des disques qui sont vraiment similaires, parce qu'en général c'est le cas, imaginez que vous voulez par exemple 12 Tera de stockage, eh bien pour avoir 12 Tera de stockage avec le support d'un disque qui tombe en panne, vous allez partir sur 4 disques de 4 Tera. Pourquoi ? Parce que 3 x 4 ça fait 12, donc vous avez bien vos 12 Tera de stockage, et un quatrième disque de 4 Tera, et ça va former une grappe RAID 5, et l'idée c'est que les données vont être réparties sur les 4 disques que vous avez achetés, évidemment pas de manière idiote, dans le genre par exemple toutes les données d'un certain type sur un disque, les données d'un autre type sur le disque, etc. Parce que déjà votre quatrième disque c'est le même que les autres, donc il peut pas accepter la taille de tous les autres disques, sinon il ferait 3 fois la taille des autres disques. Donc c'est réparti en fait sur les 4 disques, de manière à ce que n'importe lequel de ces disques puisse tomber en panne matériellement, et vous puissiez récupérer les données. Alors déjà vous ne perdiez pas de données, vous pouvez travailler avec 3 disques en mode dégradé, et si vous remettez un quatrième disque, il peut être reconstruit, et vous pourrez retrouver votre RAID 5 comme il est fait à l'origine. Par contre, il y a des limitations à tout ça. Alors déjà, ça ne supporte qu'une seule panne matérielle, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on choisit ses disques durs. Si je vous ai dit, si vous avez 2 pannes matérielles consécutives, je sais pas, par exemple, vous avez un premier disque qui tombe en panne, vous le recommandez, et le temps qu'il arrive, ça met 3-4 jours, vous avez un deuxième disque qui tombe en panne, c'est fini. Vous avez tout perdu, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir à quoi on est résistant. Un RAID 5, on est résistant à une panne matérielle. Et l'autre inconvénient du RAID 5, c'est qu'il est aussi pas très pratique pour augmenter la taille totale du RAID. Imaginez que vous voulez rajouter un nouveau disque, et c'est pas super simple de transformer votre RAID 5 de 4 disques en RAID 5 de 5 disques. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que le RAID dans la vie, il y a le non-RAID aussi. Alors je vais prendre l'exemple de SHR sans rentrer dans le détail, mais vous avez des systèmes de pseudo-RAID basés autour des concepts du RAID 5, mais qui sont spécialisés sur certaines marques. Donc par exemple SHR, c'est Synology Hybrid RAID. Donc vous avez la description sur le site Synology si vous êtes intéressé. Sur la page Synology, si vous voulez vraiment en savoir plus, vous avez des exemples sur comment il gère la possibilité d'avoir des redondances de panne, mais en utilisant toute la capacité, ou en tout cas en maximisant la capacité des disques. Donc ici ils ont pris évidemment un cas extrême où ils perdent vraiment pas de stockage, mais par rapport de toute façon à un RAID classique, vous verrez que vous perdrez forcément du stockage, puisque les disques ont besoin d'être similaires pour pouvoir utiliser un RAID. Et vous voyez que si vous mettez des disques de taille vraiment différentes, vous allez perdre tout de suite énormément de stockage, sauf si vous utilisez des RAID un petit peu spécialisés. Synology Hybrid RAID vous l'évite, et puis de la même manière c'est plus facile de monter en capacité, donc de rajouter des disques
ça se fait plus facilement qu'avec du RAID classique, qui est vraiment très contraignant. C'est pour ça qu'il faut le savoir, parce que si vous achetez un NAS type NAS Synology, bah vous aurez ce type de technologie qui fonctionne quasiment toute seule si vous avez bien fait les premières étapes de configuration. Alors que si vous montez votre NAS et que vous partez sur un RAID 1 et que l'année d'après vous achetez un troisième disque et que vous voulez en faire un RAID 5, vous allez vraiment galérer. Et donc c'est là où il y a une vraie différence en termes de proposition et de facilité d'accès. C'est beaucoup plus compliqué ensuite si vous faites les mauvais choix de revenir dans les clous avec des technologies de RAID classiques. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ça. C'est le Synology Hybrid RAID en particulier est super intéressant dans ces domaines-là, puisqu'un particulier, il va pas dès le départ mettre un gros paquet d'argent sur la table en s'achetant plein de disques durs identiques tout de suite. Il va le faire au fur et à mesure, et c'est important d'avoir ce type de technologie pour pouvoir acheter des disques durs au fur et à mesure. Sinon, bah si vous avez un RAID simple, il faut tout de suite que vous ayez exactement les bons disques durs mis en place, sinon ça va vraiment être galère si vous voulez évoluer dans le futur. Une dernière chose qui est très importante à bien comprendre quand on choisit un disque dur, c'est la technologie du disque dur à plateau. Il y en a essentiellement deux actuellement à comprendre. Il y en a d'autres, Helium et tout ça, qui sont très importantes, mais qui sont importantes à comprendre pour construire un NAS. Il y en a deux hyper importantes, c'est la techno SMR et la techno CMR. À nouveau, c'est une fausse problématique, c'est-à-dire que vous pouvez construire des NAS avec des disques durs SMR, même si pour le coup Western Digital n'a pas eu une communication très élégante, puisque sous un même modèle qui était le RAID, ils ont mélangé des disques durs de techno différentes, donc vendre en gros des torchons et des serviettes en même temps à leurs clients, ce qui est pas super élégant comme manière de faire. Maintenant c'est clarifié chez Western Digital et ça a été clarifié depuis longtemps chez d'autres marques. En tout cas il y a une vraie différence entre le disque SMR et le disque CMR. Alors, je vais vous montrer sur un écran, en gros, à quoi ressemble la technologie, mais je vais vous la synthétiser. Le disque SMR, il est bien si vous voulez faire de l'archivage. Donc, c'est des disques qui sont OK pour faire de l'archivage. Donc, si vous partez sur un NAS non RAID, vous pouvez éventuellement, si vraiment vous trouvez vos disques SMR moins chers que leur équivalent CMR, vous pouvez acheter du disque SMR, ça suffira. Par contre, ces disques vont être pas du tout pertinents dans le domaine du RAID, parce que ce sont des technologies SMR, qui sont un peu problématiques à partir du moment où on a des écritures intensives, parce que ça se met comme ça à réécrire sur de la réécriture, je vais vous expliquer en gros rapidement comment ça marche, mais dans les cas de RAID où vous avez besoin de reconstruire par exemple des grappes, c'est des disques durs qui vont perdre les pédales très rapidement, parce qu'ils vont être obligés de faire énormément d'écriture de données, et donc ça va vous ralentir énormément dans ce type de démarche. Donc en gros, si je veux synthétiser très rapidement ces problématiques SMR, CMR, si vous faites du RAID, vous oubliez complètement les technologies SMR, même si quelques études, quelques tests ont montré qu'on peut s'en sortir avec du disque SMR, prenez pas le risque, partez sur du disque CMR. Dans la gamme Western Digital, les disques durs CMR, ce sont les disques durs qui sont appelés RAID+, il y a une gamme maintenant dédiée chez Western Digital, plutôt que mélanger, donc sous un même nom de techno, bah au moins comme ça c'est clair. Les disques SMR par contre, c'est plus pour de l'archivage, ça ira dans un NAS, mais pas pour du RAID, et chez Western Digital, c'est la gamme RAID tout court. Alors la gamme RAID tout court n'implique pas forcément que SMR, je crois, mais en tout cas, vous êtes sûr de retrouver dans la gamme RAID des disques durs qui sont basiques, plutôt pour de l'archivage. Pour bien comprendre la différence entre SMR et CMR, je vous conseille le très bon article de Will Taylak, qui date du 28 mai 2020, qui est sur son site, servetheHome.com. Vous avez aussi une vidéo, il a fait une vidéo associée, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller consulter la vidéo. En fait, il utilise deux disques durs de chez Western Digital, deux disques durs de la gamme RAID, puisqu'à l'époque, les disques durs de la gamme RAID, je vous l'ai dit, il mixait des références SMR et des références CMR. Alors même si l'identifiant du modèle n'est pas le même, les grossistes n'étaient pas au courant, et donc quand vous achetiez un disque dur 4 Tera par exemple ici RAID de chez Western Digital, vous aviez l'un ou l'autre et vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Et donc du coup, comme les gens se sont retrouvés avec deux disques durs de capacité et de modèles à peu près similaires mais avec des performances différentes, ils ont commencé à se poser la question, qu'est-ce qui différencie ces disques durs? Et c'est là que la controverse est arrivée entre le SMR et le CMR. Alors, donc vous avez la vidéo si ça vous intéresse. En gros, le CMR ou PMR, c'est la manière historique de fabriquer un disque dur. Donc un disque dur, il est composé de plateaux magnétiques. Vous avez une tête de lecture qui passe dessus, et un peu si vous visualisez un escargot, pareil, le plateau est composé comme ça, de bandes
circulaire qui tourne comme ça autour du plateau, et donc la table de lecture tourne aussi autour, et donc vous avez la capacité comme ça d'aller lire et d'écrire des informations sur des bandes qui sont stockées de manière parallèle, c'est-à-dire elles sont juxtaposées mais elles se chevauchent pas. Évidemment c'est un problème pour le fabricant parce qu'à partir d'un moment donné, la taille du plateau ne peut pas être augmentée à l'infini puisqu'il y a le format du disque dur qui vient imposer des contraintes, et les tailles des pistes ne peuvent pas être réduites au minimum parce qu'à un moment donné vous avez aussi des contraintes technologiques qui font qu'à un moment donné vous ne détectez plus le champ magnétique, donc vous ne détectez plus l'information qui est écrite, donc il faut qu'elle garde une certaine taille, et donc on se retrouve avec des problématiques où la piste ne peut plus être réduite en taille, et donc on multiplie les plateaux, ça fait plus de plateaux, plus de têtes en mouvement, donc au final un disque dur qui coûte plus cher. Le SMR, qu'est-ce que c'est? Donc c'est cette nouvelle manière de stocker de l'information, enfin nouvelle, qui date quand même maintenant d'il y a quelques années. Si vous visualisez pas, c'est un peu comme la toiture. Une toiture, en fait, vous avez des rangées, et chaque rangée chevauche la rangée suivante. Bon, là, le diagramme est mis à l'envers, mais c'est le même principe. L'idée, c'est que du coup, le fabricant peut compacter, peut densifier l'information, donc sur un même plateau, plus d'informations, donc plus d'informations, moins de plateaux, un coût final pour une capacité égale qui est moindre. Donc le fabricant, il y gagne, puisque ça lui coûte moins cher à produire son disque dur, et puis l'acheteur, il y gagne, puisqu'il le paye moins cher au final son disque dur. Donc en soi, le SMR est pas une mauvaise technologie, puisqu'elle permet d'avoir des disques durs soit plus gros pour un même prix, soit plus accessible en termes de prix pour une capacité constante. Là où ça devient problématique, c'est dans la manière dont c'est fait, et ce que ça impacte pour certains usages. Ici, vous avez donc l'exemple d'un disque SMR, et si vous imaginez une tête de lecture, que je mettrai en post-production, mais une tête de lecture qui vient lire le N+3, en fait, la bande, la piste N+3, vous allez voir qu'elle chevauche N+4. Et si cette tête a pour objectif d'écrire, donc en fait c'est la tête d'écriture-lecture, donc ici en écriture, quand elle va écrire N+3, en fait, elle va écraser N+4. Et donc elle va devoir faire un nouveau passage pour revenir mettre de l'information sur N+4, sur N+5, etc., jusqu'à temps que, par l'optimisation et la technologie en elle-même du SMR, ça puisse s'arrêter sur un endroit où il n'y a plus besoin de réécrire. Et donc, sur un disque standard, là où vous avez quelques octets à écrire sur la bande, enfin sur la piste N+3, avec un disque SMR, si jamais sur N+4 il y avait de la donnée, et si jamais sur N+5 il y avait aussi de la donnée, vous allez réécrire comme ça en cascade, jusqu'à temps que vous puissiez arrêter le procédé. Et donc c'est très problématique pour l'écriture, les disques SMR. Alors on commence avec la lecture. Si jamais vous comparez la vitesse de lecture d'un disque dur SMR à la vitesse d'un disque dur CMR, vous voyez que ça se tient. Peut-être même parfois le disque SMR est un peu meilleur que le disque CMR, mais en gros les deux sont comparables, il n'y a pas de problématique majeure. Si on compare maintenant l'écriture, les capacités, les vitesses d'écriture de ces deux disques, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en utilisation normale, et c'est toujours important de voir dans quel cas ça lâche et dans quel cas ça fonctionne bien, en utilisation normale, donc le disque dur toujours installé dans votre PC principal, dans votre machine principale, sur lequel vous stockez documents, photos, vidéos, eh bien ça marche bien. Vous pouvez écrire des données, vous avez les mêmes performances qu'un disque CMR à peu près, c'est toujours pareil, c'est pas exactement les mêmes performances, mais franchement pour l'écart de prix, c'est tout à fait correct. Là où ça se dégrade, c'est quand vous n'utilisez plus ce disque dur dans des utilisations qui sont normales, mais dans des utilisations qui sont typiques d'un NAS. Et c'est là où, quelque part, Western Digital est en difficulté, parce que c'était des disques qui étaient badgés NAS, donc des RAID. Là, c'est un souci. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, ici, on voit que sur des copies fortes de données, donc ici, on a un fichier de 125 Go, on voit que le disque SMR a du mal à s'en remettre, comparé à un disque standard. Et c'est un peu comme si vous demandiez à un sportif de courir plusieurs sprints ou plusieurs marathons à la suite. Un disque SMR, c'est le même problème. Si vous stockez un petit peu de données de temps en temps, lui derrière, il a des mécanismes pour continuer, ce que je vous expliquais, recopier jusqu'à temps qu'il puisse s'arrêter. Ça va très bien, il va s'en sortir, mais à un moment donné, il faut qu'il puisse s'arrêter un petit peu pour pouvoir faire ces opérations-là. Par contre, si vous passez votre temps à lui envoyer des données, à un moment donné, il va lâcher, il va plus pouvoir suivre, parce que il passe son temps à recopier des recopies pour décaler les données, et à un moment donné, il y arrive plus. Il arrive plus à remettre les données en place, et il est obligé de dire stop, il arrête de prendre les données en entrée, et puis il s'occupe des données qu'il a à recopier quelque part. Et donc, vous allez voir les performances dégringoler. Et c'est ce qui se passe quand on commence à copier des gros volumes de données, où on voit que les performances en écriture, et c'est toujours qu'en écriture, elles s'écroulent, elles commencent à s'écrouler par rapport à un disque dur CMR standard. Et là où ça devient catastrophique, c'est quand vous êtes dans des opérations de type RAID intensive, donc vous remplacez un disque dur par un disque dur SMR, que vous remettez dans la grappe. Évidemment, ce disque dur-là va être repeuplé avec toutes les données en cours,
et puis bah là ça va faire des volumes extraordinaires de données à copier sur le disque, et c'est là où il est pas à l'aise ce disque dur là, et c'est là où il lâche. Alors il lâche pas dans le sens où il jette l'éponge et c'est fini, mais il va être tellement long pour finir ses tâches que ici on vous dit un disque dur CMR, en gros il aura fini sa tâche en 17 heures, ce qui est déjà très long. Un disque dur SMR, il le fait, mais il le fait en 230 heures, ce qui est horriblement long. Imaginez que 230 heures en continu, ça veut dire que pendant 230 heures, vous n'avez pas un RAID qui est refiabilisé. Et donc c'est là où on voit qu'un disque SMR ne tient pas le coup dans un RAID. Mais j'espère que je vous l'ai prouvé, mais si vous ne me croyez pas, allez regarder sur différents tests, etc. Dans des usages classiques d'archivage, donc si vous n'utilisez pas des technologies de RAID, si vous achetez un disque SMR, et puis que vous mettez pas non plus des volumes trop importants, mais à moins que vous fassiez des gros montages vidéo à coût de 100 Go à chaque fois que vous copiez ça sur votre NAS, vous n'aurez pas de problématique majeure de performance, et si au final vous pouvez économiser 30, 40, 50 euros en passant d'une technologie CMR à une technologie SMR, ça vaut peut-être le coup, mais uniquement dans ces cas de figure-là. Voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez l'article, moi je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur ces technologies-là qui sont fondamentales pour bien comprendre l'achat d'un disque dur. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des disques durs. Format 3 pouces et demi, 2 pouces et demi, interface SATA, interface parallèle ATA, format M2, SSD ou disque dur classique à plateau. Différentes pratiques comme faut-il faire du RAID ou ne pas faire de RAID. Qu'est-ce que c'est que la différence entre l'archivage et la sécurisation des données via du RAID. Des technologies assez pointues comme le SMR et le CMR pour bien faire la différence entre les deux technos. J'espère que tout ça c'est très clair pour vous. Je suis synthétique, j'ai pas dit tout ce que je pouvais dire sur les technos de disque dur, comment ça fonctionne et comment aborder tout ça. J'ai essayé de vous donner ce que je juge être essentiel en termes de disque dur. Maintenant, quand vous avez compris tout ça, en termes de techno, on peut parler maintenant de modèles de disque dur. Alors moi je vais vous donner les modèles que je vous conseille en décembre 2020, évidemment tout ça, ça peut changer. C'est pour ça que je vous explique dans le détail toutes ces technos et tous ces choix, c'est pour vous permettre de bien comprendre tout ça, pour que par la suite vous puissiez par vous-même choisir vous le disque dur qui vous convient en termes de marque, en termes de capacité, en termes de cache, en termes de vitesse de rotation, etc. Concernant les disques durs que j'ai personnellement choisis et que j'utilise, on va commencer par les disques durs qui sont dans mon PC, donc qui sont dans ma tour. Ils auraient pu être dans mon NAS, d'ailleurs pour certains ils étaient dans mon NAS. Ça dépend en gros du nombre de baies que vous avez dans le NAS et du type de disque dur que vous voulez y mettre de préférence. Moi j'ai deux disques durs qui sont très différents mais qui ont la même capacité. Je vous les ai mis ici pour que vous voyez comment c'est partitionné, comment c'est formaté, etc. J'ai un disque dur qui est un disque dur de stockage sur lequel j'y mets toutes mes données importantes, comme mes documents, mes photos et tout ça. C'est un disque dur Western Digital Black. J'ai choisi ce modèle-là parce que c'est un disque dur haute performance. Donc vous voyez qu'il a c'est un disque dur à 7200 tours par minute et qui a un cache de 64 mégaoctets. C'est un disque dur qui est relativement cher au Tera, comparé à d'autres, mais il est aussi beaucoup plus performant, et si vous faites souvent des opérations lourdes, comme de la copie de fichiers, je sais pas, vous manipulez des vidéos, par exemple, des choses comme ça, comme moi, je fais du montage, par exemple, je peux pas tout manipuler par des SSD, parce que sinon ça me coûterait bien trop cher si j'avais tous mes Tera de stockage en SSD, donc j'ai du disque dur à plateau classique, mais quand même avec des disques durs haute performance, dont ce Western Digital Black, que j'ai acheté il y a 2-3 ans, je crois, qui fonctionne vraiment très très bien. Pour l'archivage, par contre, c'était un disque dur que j'avais dans mon NAS, que j'ai mis dans ma tour, que j'ai remplacé, je vais vous montrer après par quoi dans mon NAS, mais j'ai un disque dur Toshiba, donc ce modèle-ci très précisément, que vous ne pourrez plus acheter, en tout cas je pense pas sur Amazon, peut-être sur d'autres sites, mais je pense que ça vaut pas le coup, hein, il y a des modèles qui l'ont remplacé. Comme je vous le présentais avec les rapports de fiabilité, ici c'est pareil, j'ai un disque dur que je pourrais vous conseiller, mais que je peux pas vous partager, puisque de toute façon il est plus en vente, mais il est hyper fiable, il marche bien. C'est un disque dur Toshiba fait des très bons disques durs aussi pour les PC, donc attention, pas tous les modèles évidemment, mais voilà, ça peut être intéressant de regarder du côté aussi de cette marque-là. C'est un disque dur que j'avais dans mon NAS, que j'ai mis dans ma tour, et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai dans le NAS. Dans mon NAS, un des deux disques durs, c'est un Seagate IronWolf 4 Tera, ce qui est toujours correct en termes de capacité. Ce qui commence à devenir juste, hein, moi j'ai des gros besoins en termes de stockage parce que toutes les vidéos que je tourne, évidemment, ça pèse très lourd. C'est un disque dur, on va dire, hybride en termes de performance, parce qu'il est à 5900 tours par minute, donc il n'est pas à 5400 tours par minute, il est un tout petit peu plus rapide, mais c'est pas non plus un 7200 tours par minute. 64 mégaoctets de cache, c'est pas mal, ça reste de l'entrée de gamme pour un disque dur, mais c'est pas mal. Et puis c'est un disque spécialisé NAS, puisqu'il est tagué IronWolf NAS, qui est la gamme NAS de Seagate.
Pareil, c'est un disque dur qui est sans histoire, qui a une très bonne réputation. C'est un disque dur qui n'est plus en vente sur Amazon, il y a d'autres modèles qui l'ont remplacé. C'est toujours pareil, hein, le temps d'avoir du retour, de se faire une idée sur un modèle, bah, il est remplacé par d'autres, et donc vous n'arriverez jamais à avoir vraiment la fiabilité d'un disque, puisque le temps que vous ayez la fiabilité, le modèle est remplacé par un autre. Donc chez Seagate, la particularité, c'est que vous avez l'Iron Wolf, qui est les disques NAS standard CMR, et puis la gamme Pro, qui est l'équivalent de ce que je vais vous montrer avec Western Digital, les RAID Pro. Le deuxième disque que j'ai dans mon NAS, c'est un Western Digital Green, donc a priori un disque dur de PC de bureau, que j'ai recyclé dans mon NAS. Ça ne me pose absolument pas de problème, puisque je vous l'ai dit, je ne l'utilise pas en RAID de toute façon, j'utilise pour faire de l'archivage, et donc c'est un disque dur qui me convient très bien. Donc pareil, c'est pas un disque dur qui est très rapide, 5400 tours, 64 mégas de cache, mais il date de 2011, je crois, j'ai dû l'acheter en 2011, il est fiable, j'ai pas de soucis particuliers, le monitoring de mes disques durs ne me remonte pas de problématiques particulières. Donc voilà, c'est des disques durs très standards, vous voyez, rien de bien exceptionnel, mais qui fonctionnent bien. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que moi je vous conseille en termes de nombre de disques durs et d'achat sur Amazon, mais vous pourrez adapter sur d'autres sites si vous voulez. On va commencer par les conseils de disques durs si vous êtes équipé d'un NAS constructeur type NAS, Synology, QNAP, Asustor et compagnie. Ça s'applique aussi si vous faites votre NAS DIY, hein. Vous pouvez aussi acheter ces mêmes références de disques durs, ça aura du sens. Ici c'est juste que ces NAS constructeurs en général ils sont équipés de 2B ou de 4B. Ils s'attendent pas à ce que vous achetiez un complément quelconque, ils vous demandent juste de mettre des disques durs pour y faire du stockage. Vous n'avez pas besoin de réfléchir au système d'exploitation, des choses comme ça. Donc, faut juste acheter des disques durs. Évidemment, le grand choix qui va se poser à vous, c'est est-ce que vous allez faire du RAID ou pas du RAID. La différence, je vous l'expliquais, si vous faites du RAID, bah, le modèle de disque dur que vous allez choisir, que vous fassiez du RAID 1 ou du RAID 5, vous achetez N fois ce disque dur-là en correspondance avec votre type de RAID. Donc vous en achetez suivant le nombre de B, 2, 3 ou 4. Les deux références du marché, c'est le Seagate Iron Wolf standard, et puis évidemment le Western Digital RAID+. Alors vous pouvez aller acheter le Western Digital RAID, qui est un petit peu moins cher, mais attention, je vais vous expliquer les différences. Si vous faites pas de RAID, le Western Digital RAID tout court suffit. Si vous faites du RAID, le RAID+, chez Western Digital. En termes de prix et de performance, de fiabilité, etc., on est à peu près sur les mêmes valeurs. Faites juste attention à la fiche produit Amazon qui est trompeuse. 7200 tours par minute, 256 mégas, c'est pas tous les modèles Iron Wolf standard qui le sont. Vous voyez ici en gros les vitesses de rotation et les caches. Vous voyez que par exemple le 6 Tera est même moins rapide en termes de vitesse de rotation que le 4 Tera. Par contre, il a des plateaux à densité plus élevée et un petit peu plus de cache, ce qui fait que ça compense tout ça. Et pour être en 7200 tours par minute, il faut dépasser les 6 Tera sur des modèles particuliers jusqu'au 12 Tera. Donc faites attention à la fiche produit Amazon. L'autre truc que je peux vous dire aussi, c'est que le prix n'est pas linéaire. Donc ici on voit que sur un disque à 2 Tera, ici on est à 85 €. Si je prends la version 2 Tera de Western Digital, on voit qu'on est à 89 €. Donc on est à peu près sur la même gamme de prix pour les deux, avec des niveaux de performance, de fiabilité équivalents. Si on monte à 6 Tera maintenant, alors sur le Western Digital qui est en stock sur Amazon, vous allez voir que le prix est doublé, à peu près, à quelques euros près. Pourtant, on n'a pas le double de capacité, on a le triple. Donc ça peut être intéressant aussi de réfléchir à ça quand vous voulez acheter, parce que, oui, peut-être, si vous avez un budget très limité, ça sera intéressant d'acheter un disque dur à capacité limitée, mais vous voyez que si vous montez un petit peu en termes de capacité, vous n'allez pas forcément payer ça beaucoup plus cher par rapport à la capacité inférieure, et ça peut être intéressant d'avoir 1 ou 2 Tera pour pas trop cher, en plus, que se limiter et racheter après un autre disque dur, sachant qu'en plus, si vous êtes limité en nombre de B, ça va être un problème de racheter comme ça des disques durs. Donc partez tout de suite sur quelque chose d'un petit peu plus gros, et surtout que vous le paierez pas forcément beaucoup plus cher, ça va dépendre des prix, etc. Donc ça évidemment, ça va dépendre du moment où vous devez acheter. Ma vidéo, elle se veut informative, je peux pas vous faire des bons plans puisque c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc ça c'est si vous avez des besoins standards. Si maintenant vous voulez pas faire du RAID et que vous n'avez pas besoin de N fois le même disque dur, vous pouvez vous permettre de prendre un disque dur un peu plus performant. Donc chez Seagate par exemple ce sera l'Iron Wolf Pro, qui offrira des meilleures performances. Donc par exemple, je sais pas, vous prenez un Iron Wolf Pro en 6 Tera, vous aurez un disque dur plus performant puisque il aura une taille de cache de 256 mégas, vitesse de rotation 7200 tours, donc il ira un peu plus vite, il sera un peu plus puissant pour y stocker vos données, et à côté de ça, vous prenez par exemple un deuxième disque dur plus standard,
Iron Wolf classique par exemple, qui lui sera un peu moins rapide mais qui vous servira à l'archivage. Par contre, si vous faites du RAID, évidemment, vous prenez N fois le même disque dur. Alors, je vous ai dit, faites attention à où vous l'achetez, quand et tout ça, mais vous prenez les mêmes disques durs pour éviter des soucis lors de la création de votre grappe RAID. Donc que ce soit en Seagate, que ce soit en Western Digital. Dans la gamme de disques durs de NAS, vous avez aussi le Toshiba, qui est franchement bien, le 8 Tera, qui a des très bonnes performances, qui est pas si cher que ça au prix au Tera. C'est une très bonne alternative si ça vous intéresse, c'est des disques durs qui sont aussi très réputés, très fiables. Et n'oubliez pas que vous avez toujours des variantes quand vous achetez des disques durs. Vous avez soit le disque dur bulk, ou le disque dur en tout cas sans emballage particulier, et le disque dur qui est fourni dans un emballage, ici. Alors, il y a des choses qui peuvent varier, par exemple, et des fois la garantie varie. C'est un peu moins vrai de nos jours, mais c'était un peu plus vrai par le passé. Vous avez parfois des garanties différentes en fonction de si vous l'achetez en boîte ou pas. Et puis quand vous l'achetez en boîte, vous pouvez avoir de la visserie offerte, peut-être un câble SATA, des choses comme ça. Enfin, vous avez des petits bonus des fois qui sont fournis avec. Mais parfois, le disque dur en boîte coûte plus cher, en général. Mais des fois, ça peut être la bonne surprise. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un disque dur en boîte beaucoup moins cher parce qu'il était soldé et que c'est plus facile pour une boutique de solder des disques durs en boîte que de solder des disques durs comme ça en vrac sous un emballage antistatique. Du coup, ça me fait revenir à un autre sujet qui a un lien aussi avec l'achat en ligne ou par correspondance. Faites attention à vos disques durs HDD. Ce sont des disques durs mécaniques, même s'ils sont protégés de par le fait que leurs têtes de lecture sont parquées quand ils sont à l'arrêt. Un gros choc, une chute, des choses comme ça peut être fatal pour un disque dur. Et faites attention parce que toutes les boutiques en ligne, même Amazon n'est pas à l'abri de ça, ils ne font pas l'emballage nécessaire pour envoyer des disques durs. Alors en général, quand le disque dur est emballé dans un carton, donc qui est en version boîte, vous avez moins de risques de panne, mais quoi qu'il arrive, faites très attention parce que ça va très vite pour un disque dur de se prendre des coups, vous le verrez pas forcément, et vous pouvez avoir au bout de quelques mois d'utilisation des signes de panne. Donc de toute façon, la plupart des applications de disques durs vont scanner le disque dur avant de le rendre disponible pour vérifier son état général, voir s'il a des secteurs défectueux. Ça peut être très grave, une chute de disque dur même dans un carton enveloppé avec des trucs à bulles, etc. Vous pouvez avoir la tête de lecture qui vient frapper le plateau, lui faire une encoche, et donc que ce soit une petite griffure légère, une grosse griffure, ça crée tout de suite des gros problèmes, soit quelques secteurs défectueux au mieux, soit des portions de disque dur illisibles, voire des problèmes de fiabilité avec la tête de lecture qui saute, et des choses comme ça. Donc faites très attention à ça. Alors maintenant, on va quitter le domaine simple des NAS comme ça, standard, on va dire, avec des baies que vous voulez peupler. On va aller sur le NAS DIY. Alors le NAS DIY, il a des particularités qu'ont aussi des NAS un petit peu haut de gamme. C'est par exemple d'avoir un slot M2 accessible pour y mettre du cache, ou d'avoir des ports SATA supplémentaires par rapport à un NAS de ce type-là qui n'en a pas, pour pouvoir mettre des disques SSD format 2,5 pouces pour du cache. Donc il va falloir l'équiper avec des choses en plus. Alors la première chose quand on fait un NAS DIY, c'est qu'il faut lui mettre un système d'exploitation. Le système d'exploitation, il est livré avec vos NAS Synology et compagnie. Sur des NAS DIY, vous allez devoir le choisir. Bon, ça, ce sera une vidéo dédiée là-dessus. Mais en gros, il va falloir un disque pour le système d'exploitation. Alors là, soit vous recyclez les disques que vous avez, soit vous en achetez. Deux possibilités, soit vous partez sur de la clé USB, parce qu'il y a des NAS qui proposent juste des clés USB pour démarrer. Alors là, moi, je vous propose la clé Extreme Pro de chez SanDisk. Donc celle-ci, donc bien la Extreme Pro, pas la Extreme Standard. J'en ai fait une vidéo dédiée, c'est une clé à base de puce SSD, elle est un petit peu plus chère que les autres, mais elle va vous offrir la même fiabilité qu'un disque SSD, à un prix quand même assez contenu, et ça reste une clé USB. Si jamais vous changez de besoin par le futur, ou vous voulez passer sur du disque interne, vous pourrez la réutiliser à d'autres usages, elle sera tout à fait pertinente. Si jamais vous voulez partir sur du SSD, vous avez du SSD 2,5 pouces d'entrée de gamme. Vous n'avez pas besoin de choses très très poussées, même du SSD bas de gamme. Si c'est pour mettre votre système d'exploitation, il va pas changer beaucoup au cours du temps. Donc un petit SSD pas trop cher, ça peut aller. Par exemple ici un Crucial BX. Alors c'est même pas de l'entrée de gamme, mais ça reste quand même un bon disque dur, le BX500. Mais voilà, c'est un SSD qui vous servira parfaitement pour y mettre un système d'exploitation. C'est une alternative tout à fait intéressante. Et puis je vous dis, vous en prenez deux si vous voulez vous faire un démarrage fiabilisé avec l'OS en double sur 2 disques SSD. Ensuite, il faut aussi qu'on parle de SSD pour NAS.
Alors les SSD pour NAS, je vous l'ai dit, il y a par exemple Western Digital qui en fait, il y a Seagate qui en fait, donc vous voyez à peu près les prix. Ça coûte tout de suite un petit peu plus cher, mais c'est des stockages, des capacités de stockage qui sont supérieures. Ici vous voyez qu'on est sur du 1 Tera. Ici, alors là, je vous conseille pas ces deux modèles-là, je sais pas pourquoi ils sortent en premier, mais ça a l'air d'être des anciens modèles, donc ils coûtent assez cher. Ne montez pas sur du SSD de grosse capacité. Vous voyez qu'ici, là, on est quand même à 500 €, le SSD, on va oublier. Éventuellement, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez taper sur du SSD non NAS. A priori, ça reste quand même des produits fiables, mais faites attention, c'est des produits qui sont moins dédiés à l'usage NAS, donc potentiellement, vous pourrez avoir des problèmes de fiabilité sur ce type de disque SSD. Donc voilà, moi je vous le conseille pas. L'idéal pour moi, c'est le type de SSD comme ceux de chez Western Digital, soit un M2 si vous êtes équipé sur votre carte mère de slot M2, soit en 2,5 pouces si vous avez du 2,5 pouces, puis ça reste du SATA, donc c'est tout à fait standard, très facile à connecter. Faites attention aussi, si vous passez par Amazon ou autre, qui vend le disque dur. Le 500 Go, vous voyez qu'il est au même prix à peu près, quel que soit son format, donc M2 ou 2,5 pouces, de toute façon c'est à peu près la même conception, les mêmes puces mémoire que vous avez dessus. Par contre, au moment où je fais cette vidéo, Amazon ne vend pas du tout ce produit, c'est expédié et vendu par un vendeur tiers, donc méfiez-vous, alors qu'ici Amazon vend le M2 SATA. Le M2 SATA en 500 Go est largement suffisant pour se faire un petit cache. En général, les 1 Tera, 2 Tera et 4 Tera sont compliqués à se procurer, surtout sur des sites grand public. Et puis tout de suite, c'est des prix assez élevés, donc c'est pour ça que vous les trouverez pas facilement. Mais ça peut être tout à fait intéressant pour se faire des caches. Alors en gros, si on veut partir sur un NAS DIY avec 2 clés USB Extreme Pro et puis du stockage, je vais vous montrer ce que ça fait en termes de budget. Donc ici, j'en prends exprès 2. Je vous ai dit, vous pouvez en prendre qu'une. L'idée ici, ça va être d'avoir une sécurisation de l'OS. Donc d'avoir un OS stocké sur les 2 clés, de manière à ce que si une clé tombe en panne, bah vous pouvez continuer à utiliser le NAS sans problème. Donc je mets 2 clés. Pour la partie stockage, on va partir sur du Western Digital RAID+, pour être sûr que vous puissiez l'utiliser sans souci. On va partir sur du 6 Tera. 6 Tera, on est à 183 € le disque dur, c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, on va y revenir après. Je le mets dans le panier. Éventuellement, alors soit vous en mettez un deuxième, c'est ce que je vais faire, dans ce cas-là ça veut dire que vous partez sur une idée de faire un RAID, soit vous en mettez un plus petit, du genre 2 Tera, 3 Tera, en fonction de vos besoins, et là vous partez plutôt sur un concept de sauvegarde. Vous pouvez partir donc sur un Western Digital RAID tout court pour faire de la sauvegarde. N'oubliez pas que SMR ça suffit pour faire de la sauvegarde à partir du moment où les volumes de sauvegarde sont restreints. Et puis on part sur un cache, donc un SSD de NAS. Et là, je vais partir sur le modèle que m'a envoyé Western Digital parce qu'il est pas mal. Maintenant, si vous préférez partir sur un modèle Seagate, vous pouvez aussi. Donc je le mets dans le panier, il est pas très cher, 73,77 € des 500 Go. Et voilà le panier, donc vous voyez que pour vous faire un NAS DIY, on est sur un panier à 540 €, ce qui est quand même pas rien pour un budget disque dur. Ici, on est à peu près sur le même prix que le NAS en lui-même, voire même plus cher que le NAS en lui-même, juste pour le stockage. Donc le stockage, c'est une grosse part du budget, et c'est pour ça qu'il faut bien savoir quoi acheter, parce que très vite, ça monte très haut dans les prix, et vous risquez ensuite, si vous faites les mauvais choix, d'avoir des soucis, parce que vous n'aurez pas les performances attendues, vous n'aurez pas la capacité attendue, et ça vous coûtera cher de faire des évolutions. Pour les gens qui ont tenu jusqu'ici dans la vidéo, on finit par un bon plan, en tout cas une bonne affaire, mais attention, c'est à la fois à double tranchant, donc ce sera à vous de déterminer. Il est possible d'acheter des disques durs comme les Western Digital Elements, qui sont des disques durs de bureau à connectique USB, mais qui sont équipés de disques durs à très grande capacité à des prix qui sont assez contenus. Donc vous voyez par exemple ici, vous avez le 10 Tera qui coûte 184 €, ce qui est assez intéressant quand on compare le prix au Tera, c'est vraiment des très bons prix. De la même manière, le 8 Tera est à 159 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces disques durs peuvent être ouverts. Alors là, je vous renvoie vers le site SatDream, mais il y a d'autres sites qui en parlent, hein, si vous voulez. Ces disques durs peuvent être ouverts et vous pouvez extraire les disques durs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Western Digital, mais chez d'autres fabricants aussi, il se trouve que vous avez certains modèles de disques durs dont les références sont strictement les mêmes, quelles que soient les gammes. Alors il y a des petites variations en termes de fiabilité, tout ça, mais si vous regardez ici, vous voyez que la référence technique est strictement la même. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec un disque dur qui en général, dans ce type de boîtier-là, quand vous l'ouvrez,
un disque dur qui est un Western Digital White ou un Western Digital Gold. Bon, c'est du recyclage, en général, Western met à peu près ce qu'ils ont, mais en général, ils sont dans ces gammes de produits-là. Et si vous avez un petit peu de chance, dedans, vous aurez un disque dur de qualité, pour beaucoup moins cher que si vous aviez acheté directement le disque dur, comme ça, nu, sur Amazon. Alors, c'est un peu une loterie, donc vous n'êtes pas sûr de savoir exactement ce sur quoi vous allez tomber. Pour ça, y a des gens qui référencient comme ça les produits, donc vous avez le modèle de disque que vous avez acheté, et puis la techno, et derrière vous avez voilà quel est le type de référence auquel s'attendre, pour savoir donc ce que vous avez acheté, ce que vous récupérez. Si vous avez de la chance, en achetant ce type de boîtier, en l'ouvrant proprement, vous pouvez trouver dedans le disque dur que vous attendez, et puis du coup, vous aurez un très très bon disque dur pour un NAS. Faites attention à une chose, c'est tout ce qui est garantie. C'est très compliqué ensuite pour faire jouer la garantie quand on a fait sauter le boîtier de son disque de bureau USB, qu'on a mis le disque dans quelque chose d'autre, que le disque tombe en panne. Il faut ensuite, si on veut faire jouer la garantie, soit on fait une croix sur la garantie parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, soit il faut être un peu malin, ne rien avoir cassé, remettre proprement le disque dur dedans sans qu'il y ait de traces, pour pouvoir le renvoyer en garantie ici à Western Digital, mais ça pourrait être une autre marque si vous avez la procédure pour d'autres marques. Il y a aussi des petites problématiques, certains disques durs White ici ne vont pas démarrer proprement, parce qu'ils ne sont pas câblés de la même manière qu'auraient été câblés les autres disques, que ce soit Gold ou Red, de chez Western Digital, donc il y a des petites modifications à faire pour l'alimentation électrique du disque, et donc utiliser des petits adaptateurs. Voilà, mais sinon, on fait de telles économies avec ce type de pratique, que ça peut être quand même assez intéressant à connaître, et donc voilà, c'est une procédure que je peux vous donner, qui est très intéressante, que je vais sûrement moi pratiquer, mais ça n'engage que moi, ça engage vous maintenant que vous savez en quoi ça consiste, mais attention à la garantie, et attention, ça reste quand même une loterie, on n'est pas toujours sûr de ce sur quoi on tombe. Donc voilà les modèles de disques durs que je pouvais vous préconiser, évidemment vous retrouvez tous les liens en description si vous voulez passer par mes liens affiliés, puis sinon trouvez la boutique qui vous correspond, j'espère que vous trouverez les disques durs qui vous conviennent en termes de marque, de capacité et tout ça. Voilà, c'était ma vidéo sur les disques durs pour NAS, en tout cas comment choisir son disque dur, quels sont les pièges à éviter, et puis surtout, faire attention à ce qui se dit sur internet, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis, et d'autres qui reportent les raccourcis d'autres en prenant eux-mêmes des raccourcis, et au final on arrive à un grand n'importe quoi en termes d'informations qui est partagée au niveau du choix des disques durs, et c'est bien dommage parce que ça vous oriente vers des voies qui sont pas forcément les bonnes. Moi je vous le dis, et je vous le redis, je pense que je l'ai dit assez d'ailleurs dans cette vidéo, éloignez-vous du RAID autant que possible si vous n'en avez pas besoin, ça va vous augmenter significativement votre budget, et ça va vous enlever de l'esprit des problématiques très importantes dans un NAS qui sont l'archivage de données. L'archivage de données, c'est probablement le truc le plus critique quand on se crée un NAS, et quand on a du RAID, on réfléchit plus à ça en fait, on se dit, c'est bon, je suis protégé, toutes mes données sont dupliquées au minimum, mais c'est pas ça en fait, conserver des données sur du long terme. Conserver des données sur du long terme, c'est avoir une chaîne d'archivage qui va peut-être même jusque de l'archivage cloud, ou de l'archivage sur bande, ou de l'archivage sur un support externe, que vous sécurisez dans une banque, chez un ami, dans de la famille, etc. Pour être sûr d'avoir accès à ces données-là sur du très long terme. C'est ça quand on parle de NAS et de sauvegarde de vos données sur du long terme. C'est pas juste acheter 2 disques, faire du RAID, et basta, on est bon, et on est sûr que ces données-là, on les aura à vie. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer, je peux vous garantir que tôt ou tard, vous le paierez, si jamais vous n'avez pas fait les bons choix de sécurisation de vos données. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire au sujet du choix des disques durs. J'espère que c'était aussi clair que possible et que du coup maintenant vous savez précisément quoi acheter.